Un salaire équitable, une rémunération juste en contrepartie du travail réalisé. Évidemment, tout le monde aimerait pouvoir y prétendre, à commencer par ceux qui manifestent en ce moment. Je pense en particulier aux agriculteurs. Et cette rémunération juste, elle est inscrite au cœur des principes du commerce équitable, dont la quinzaine festive annuelle vient de se terminer. Mais dans le commerce équitable, il y a aussi des enjeux qui sont intimement liés au réchauffement climatique. On va en parler. Et l'ensemble de ces revendications, elles sont portées en particulier en France par l'association Max Havelaar. Vous voyez souvent son petit logo vert et bleu dans vos supermarchés. Et nous recevons aujourd'hui la directrice du pôle plaidoyer de Max Havelaar France. Bonjour à vous, Valéria Rodriguez. Bonjour Frédéric, enchantée d'être là. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, à Pâques, vous, l'association Max Havelaar, vous avez déclaré dans la presse qu'il y avait 90% de chances que nos enfants trouvent dans nos jardins des œufs en chocolat qui sont fabriqués par d'autres enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ça va nous faire une bonne entrée en matière sur le commerce équitable. Merci beaucoup. Oui, en fait, ce qui se passe sur la filière cacao, vous savez que la majorité du cacao, il est produit en Côte d'Ivoire et au Ghana, deux pays dans lesquels il y a énormément de travail des enfants, malheureusement encore, dans les plantations de cacao. Et c'est pour cela, et vu que le cacao équitable, donc un cacao qui lutte justement contre le travail des enfants, dans lequel nous avons des critères, mais des programmes aussi, pour que les enfants ne travaillent pas dans les plantations, ne pèse pas autant et pèse moins de 10% du marché. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a 90% de chances que le cacao que vous mangez dans votre chocolat proviennent potentiellement du travail des enfants. Mais non seulement du travail des enfants, aussi issus de la déforestation, et surtout qui appauvrissent énormément les producteurs de cacao eux-mêmes. Alors attendez, parce que ce discours-là, on l'entend quand même pas souvent. Vous nous dites 90% du chocolat. C'est tous les chocolats, c'est pas que les œufs en chocolat à Pâques. C'est aussi les tablettes, c'est aussi le chocolat noir comme le chocolat au lait, comme le chocolat blanc, c'est tous les types de chocolat. Mais oui, bien sûr, parce que on sait qu'il y a des millions d'enfants qui travaillent dans le cacao. Alors ce chiffre, je ne suis pas en train de vous dire que c'est certain que le chocolat que vous mangez est issu du travail des enfants, mais quand il n'a pas une garantie sociale, quand il n'a pas une garantie économique et sociale pour les producteurs, il est potentiellement, il y a un risque, il y a une chance qu'ils proviennent du travail des enfants. Alors ça nous heurte en France et dans le monde occidental parce qu'on n'a pas envie que nos enfants travaillent. Et notre système social n'est pas conçu comme ça. Mais dans les pays les plus pauvres du monde, le travail des enfants apporte une rémunération à la famille. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? Le travail des enfants est une conséquence dramatique de la pauvreté. C'est la pauvreté qui est à l'origine du travail des enfants. C'est parce qu'une famille de paysans, par exemple, n'a pas suffisamment d'argent pour acheter les outils nécessaires pour que son enfant aille à l'école, parce qu'il n'a pas l'argent nécessaire pour le transport et que l'école est peut-être loin. C'est parce que tout simplement, il a besoin de cet enfant pour travailler dans sa plantation, parce qu'il ne peut pas payer un travailleur, qu'une famille va arriver à ce drame qui est de faire son enfant travailler à la place d'aller à l'école. Donc on est là dans quelque chose qui est un drame, pas un droit ou quelque chose de normal. Les enfants à l'âge scolaire doivent être à l'école et bien évidemment qu'ils peuvent aider leurs parents, comme il se passe en France aussi. Les enfants d'agriculteurs apprennent le métier aussi pendant l'été ou en dehors des heures de cours. On ne dit pas ça. Mais on est dans la transmission d'un métier. Là, on n'est pas dans la transmission d'un métier. On est dans un effet dramatique de la pauvreté. Merci de le dire parce que ça replace bien la problématique. Et vous venez de parler des agriculteurs. Alors, les agriculteurs français en particulier ont de plus en plus de difficultés à exercer leur métier. Alors, la semaine dernière, vous avez pris la parole pour défendre les petits producteurs agricoles au moment où les tracteurs de la FNSEA se garait devant l'Assemblée nationale pour faire pression au moment où devait être examinée la proposition de loi Duplon. Quel était votre message à vous la semaine dernière ?
Alors la semaine dernière, nous avons été justement à la place de la République et le lendemain également aux Invalides avec, cette fois-ci, avec le collectif Nourrir, dans lequel il y a plus de 70 organisations et ONG et syndicats agricoles aussi, qui sont réunis pour défendre une autre agriculture. Et qu'est-ce que nous avions à dire et qu'est-ce que nous avons à dire par rapport à cette loi du plomb? Je pense qu'on se trompe de combat. C'est une loi, soi-disant, pour simplifier la vie des agriculteurs. Simplifier la vie des agriculteurs en réintroduisant certaines molécules, certains pesticides. Le sénateur Duplon dit qu'il y a trop de normes qui pèsent aujourd'hui sur l'agriculture. On dit qu'il y a trop de normes. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un débat sérieux ces dernières années autour du revenu des agriculteurs? Parce que ce que les agriculteurs demandent, c'est un revenu décent. Ce que les agriculteurs demandent, c'est plus de stabilité des prix agricoles. Ce que les agriculteurs demandent, c'est des contrats de long terme. Ce que les agriculteurs demandent, c'est d'avoir des négociations plus apaisées avec leurs acheteurs. Parce que le cœur du problème des agriculteurs, il est dans les revenus. Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment demander à un agriculteur qui est pris à la gorge parce qu'il n'a pas un revenu suffisant de se soucier de l'environnement? Je pense que non. L'INSEE nous dit que 21% des couples d'agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté en France. Oui, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France. Et c'est le cœur du problème. Si un agriculteur a les moyens, cet agriculteur va aller vers la transition écologique. La majorité des agriculteurs sont conscients, et de plus en plus avec les phénomènes du changement climatique qui se prennent en pleine figure ces dernières années, ils sont conscients qu'il y a que ce changement écologique doit se faire, que cette transition, elle est nécessaire, inéluctable. Mais il faut avoir les moyens. Et s'il faut avoir le moyen, on revient au même problème. Il faut parler de revenus. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas de revenus. Et la loi du plan ne parle pas de revenus. La loi Egalim, qui devait parler de revenus, elle est envoyée aux oubliettes, on ne sait pas s'il va y en avoir. La loi d'orientation agricole n'avait pas un mot sur les revenus. Donc à chaque fois que ces dernières années, on essaye de réguler l'agriculture et de donner de l'élan aux agriculteurs, on évite le sujet crucial qui sont les prix, les négociations, les revenus. Et ça, c'est votre combat. Et ça, c'est notre combat. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a des agriculteurs qui viennent défendre la loi du plomb devant l'Assemblée nationale avec 10 tracteurs Je pense qu'ils ont eu peur. Est-ce que je peux vous raconter une histoire que j'ai vécue en Colombie il y a quelques années? Racontez-moi. J'ai juste l'impression, moi, qu'il y a 2 mondes agricoles en France. Mais racontez-moi votre histoire. Mais il y a 2 mondes agricoles en France et dans le monde, en fait. Il y a 2 mondes agricoles. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, avec cette loi du plomb, on voit ces 2 mondes agricoles. On a un monde agricole qui veut réussir la transition agroécologique, qui entend souveraineté alimentaire dans un sens bien différent de celui qu'on a entendu ces dernières semaines. Parce que la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'alimentation sûre, durable, pour toutes et pour tous. Et il s'agit d'un choix des agriculteurs et d'un choix en général d'une société. Alors, dans ces choix que l'on fait et que vous défendez au travers du commerce équitable, vous avez glissé, vous avez commencé à dire « j'ai vu quelque chose en Colombie ». Racontez-moi cette histoire. Alors, un jour en Colombie, j'étais pour visiter des producteurs de café et il se trouve qu'on a visité une productrice de café en bio et équitable, donc qui a fait le choix de l'agriculteur biologique et du commerce équitable, et à quelques kilomètres, un producteur avec une parcelle équivalente. Donc on est bien dans des parcelles équivalentes, dans la même région, au même moment, au moment de la récolte. J'étais avec les 2.
La productrice qui est en bioéquitable avait réussi à remonter la pente après toute la crise politique qu'il y a eu en Colombie, etc., dont elle avait même dû quitter sa ferme, donc elle était revenue. Et elle était en train de monter une petite auberge pour touristes pour avoir un complément de revenus. Vous voyez, donc il faut toujours des compléments de revenus dans le monde agricole, tellement le métier est difficile. Oui, mais elle avait les moyens d'investir dans sa ferme pour construire cette petite auberge et pouvoir avoir ses revenus complémentaires. Et elle avait cette possibilité grâce au commerce équitable. Et l'autre ? Et à côté, on avait un producteur en conventionnel. Agriculture conventionnelle, ça veut dire avec pesticides. Avec des pesticides, avec des entrains chimiques, etc., sans aucun garde-fou. Qui, au même moment, moi je suis rentrée dans sa ferme, j'étais impressionnée parce qu'il avait beaucoup plus de production de café dans ses plants de café que dans ceux que je venais de voir en bioéquitable. Et là, vous vous êtes dit, ça marche le conventionnel. Il va falloir que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas agronome. Il va falloir que je comprenne ce qui se passe. Et on a parlé avec cet agriculteur pour savoir comment il s'en sortait. Et il était endetté jusqu'au cou. Comment c'est possible ? L'année d'avant, il avait eu une désastreuse récolte, alors que les producteurs de la coopérative bioéquitable ne nous avaient pas parlé d'une année désastreuse l'année d'avant. Donc c'était pas la météo. Et lui, il n'avait pratiquement pas eu de revenus l'année d'avant, donc il avait dû s'endetter, et s'endetter d'autant plus qu'il avait besoin de tous ses intrants pour sa ferme. Pourquoi il n'avait pas réussi à produire l'année d'avant ? Qu'est-ce qui s'était passé sur son J'ai parlé avec les exploitation ? agronomes de la région après pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il y a un moment où à force d'utiliser autant d'intrants, bien évidemment, il y a d'années comme celle où j'ai été, où les arbres regorgeaient de cerises de café, et des années où la terre dit basta. Donc la terre était tellement appauvrie et épuisée par les intrants. Exactement. Que l'année précédente, elle n'avait plus rien produit. Et ce producteur, il se demandait même s'il allait continuer à être producteur de café. Là, cet exemple, il est palpable, il est très terre à terre, mais je trouve qu'on voit beaucoup de choses. Lui, il est dans le court terme, n'est-ce pas ? Il ne voit que la récolte suivante. Il ne peut pas voir autre chose parce qu'il est pris à la gorge. Donc évidemment, le problème de l'environnement, c'est pas sa priorité à ce moment-là. Sa priorité, c'est manger. Alors que l'exploitante en bio et équitable, elle est accompagnée, elle a un prix minimum garanti qui est un filet de sécurité, donc elle a un prix stable, elle souffre beaucoup moins des fluctuations des prix, elle a une prime de développement qui l'a aidée dans sa ferme à mettre en place l'agriculture biologique, qui l'a aidée dans sa ferme pour avoir des revenus complémentaires, etc. Donc elle a la possibilité de se poser, de voir l'avenir, de planifier l'avenir, d'investir dans l'avenir et de réussir cela. C'est de cela dont on a besoin. Sécurité, stabilité, prix juste. C'est de ça dont ont besoin les agriculteurs pour se poser et réussir la question. Mais bien évidemment, s'ils sont prêts à la gorge, ça ne marche pas. Ce qu'il est important de préciser, c'est que ce n'est pas cette productrice qui bénéficie de ces avantages-là. Ce sont tous les producteurs qui rentrent dans la démarche du commerce équitable, puisque ça fait partie des principes que vous défendez. Donc des prix minimum garantis, des contrats sur plusieurs années, et c'est ça qui stabilise l'activité économique des petits producteurs. Mais là, on parle de producteurs de café, de cerises de café, une belle expression. On n'en produit pas en France. En quoi ça fait écho à ce que vivent les agriculteurs français ? Je pense que ça fait écho au court terme, justement. Au fait qu'on est dans des politiques de court terme, et cette loi nous le démontre. On a besoin aujourd'hui de réintroduire des pesticides parce qu'il faut avoir des récoltes plus importantes, parce que les producteurs en ce moment, ils n'ont pas suffisamment de revenus, et on pense que c'est augmenter la productivité par le biais de la réintroduction des pesticides, par le biais des mégabassines, par le biais d'enlever des restrictions environnementales qui sont vues comme des restrictions environnementales. En ça, on voit qu'on va pouvoir augmenter la production sur le court terme. Mais si on revient à la question de la souveraineté alimentaire, dans la notion de souveraineté alimentaire, on a une notion de long terme. Il s'agit aussi de préserver la terre, l'eau, parce que quelque part, c'est quoi les outils de travail d'un agriculteur ? C'est la terre, l'eau, l'environnement. C'est ça les outils, les principaux outils de travail d'un agriculteur. Sans ça, il n'y a pas d'agriculture. C'est la nature. Et dans la notion de souveraineté alimentaire, il faut qu'on intègre aussi la protection
de l'environnement, qui est ce qui va permettre que l'agriculture soit durable. Durable, ça vient d'où durable? Durer, ça veut dire qu'elle dure. Il faut rentrer dans une politique de long terme dans l'agriculture et pas de court terme. Alors c'est intéressant de vous entendre dire cela, parce que c'est vrai que le commerce équitable, on se dit c'est du café, c'est du coton, c'est du chocolat, vous voulez du cacao, c'est de la banane. La banane équitable a connu une certaine envolée ces dernières années, vous avez beaucoup travaillé pour ça. Mais les agriculteurs français, eux, ils ne produisent pas ces produits-là. Allez, à la banane en Martinique, d'accord, très bien. Or, vous venez de lancer chez Max Havelaar une campagne de mobilisation pour lancer 3 nouvelles filières françaises de commerce équitable. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les filières françaises du commerce équitable qui s'appliquent à nos agriculteurs. Alors, le commerce équitable, comme vous venez de le dire très bien, est né il y a plus de 40 ans aujourd'hui. Il est né dans un mouvement nord-sud pour rétablir une certaine justice entre le nord et le sud. On peut dire Max Havelaar, c'est un personnage de fiction. Hein. Totalement. C'est pas Monsieur Max Havelaar. C'est pas Monsieur Max Havelaar qui a inventé le commerce équitable. C'était un personnage de bande dessinée, si je me souviens bien. Non, c'est un personnage de roman. De roman. C'est un personnage de roman néerlandais qui est un espèce de Robin des Bois qui défend les producteurs de café, justement dans les Indes néerlandaises. Et donc, ça faisait écho aux fondateurs du label qui étaient des Néerlandais. Et donc on est dans la mouvance années 70-80, les préoccupations pour les pays du Sud, et puis on se dit, il faudrait quand même mettre en place un ordre commercial mondial un peu différent, d'où les principes du commerce équitable. Tout à fait, mais il se trouve que dans cette perspective-là, on avait résolu la question dans les pays du Nord, où on partait du principe que c'était le cas. Or, il y a maintenant... On va parler de plus de 15 ans, peut-être près de 20 ans, des initiatives de commerce équitable en France ont commencé à naître. Et Max Havelaar France a franchi le pas il y a quelques années avec un label pour le lait. Et aujourd'hui, comme vous le dites, à cette quinzaine du commerce équitable, on a décidé de franchir le pas aussi pour les légumineuses, pour le blé et pour la viande. Ceci est en soi une mauvaise nouvelle, vous me suivez. Je comprends. Ça veut dire que le monde agricole ça veut dire que le monde agricole français a besoin de cet outil qui a été créé pour les pays en développement. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi dans les pays du Nord et dans les pays développés à donner un revenu décent à nos agriculteurs. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, mais nous, on prend le pari et on prend le challenge parce qu'on pense que tous les agriculteurs du monde méritent un prix équitable. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec les agriculteurs français également. Concrètement, comment ça va se passer pour eux? Un producteur de bœuf, un producteur de blé, les blés... Le blé, ce sont les plaines céréalières, ce sont souvent des très gros producteurs. Est-ce que c'est eux que vous visez? Et comment ça va se passer concrètement pour eux? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, comment se passe le commerce équitable Origine France pour Max Havelaar? Nous, on ne déroge pas à la règle qui est de définir des prix minimum garantis. Des prix planchers, ça vous dit quelque chose. Il y a eu des discussions sur les prix planchers. C'est vraiment ce qu'ils attendent, les agriculteurs. Hein. C'est ce qu'ils attendent, toutes les négociations avec les distributeurs, avec le gouvernement, ils reparlent des prix planchers. Tout à fait. Le prix plancher, c'est le prix minimum garanti du commerce équitable. Il existe depuis que le commerce équitable est né. C'est un filet de sécurité en dessous duquel on ne peut pas acheter la matière première et au-dessus duquel on peut tout négocier. Parce que sinon, en dessous, ils sont à perte. En dessous, ils sont à perte. Et vous me conviendrez que le minimum, c'est de pouvoir rentrer dans ses frais quand on vend quelque chose. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent « moi, je vis du RSA, moi, j'ai envie de me suicider ». Enfin, on en est là quand même. On en est là. Donc, le prix minimum garanti. On est allé un cran plus loin dans la définition des prix en France. Je prends l'exemple du lait. On a défini, par exemple, un prix pour le lait de montagne, un prix pour le lait de plaine. Et nous avons décidé d'aller dans les régions dans lesquelles les agriculteurs ont le plus de difficultés à s'en sortir dans la filière en question. Nous gardons à l'esprit que le cœur de Max Havelaar France, il est d'aller là où ça se passe le plus mal et là où les agriculteurs en ont le plus besoin. Donc notre critère n'est pas un critère de taille, si c'est la question que vous me posez, est un critère de région dans laquelle
les agriculteurs, pour cette filière-là, pour cette production-là, ont le plus besoin parce que c'est là où ils s'en sortent le moins bien. Et c'est là où on va y aller. C'est là où on est pour le lait en ce moment, et c'est là où on va y aller avec les autres filières. Qui signe le contrat avec le prix garanti? L'agriculteur, bien sûr, et en face, qui? Avec son acheteur. Son acheteur. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un réseau de distribution, un acheteur, qui soit d'accord pour entrer dans les principes du commerce équitable. Ah, tout à fait. Vous les trouvez? Alors on les trouve. Le commerce équitable, depuis ses origines, a fait des énormes avancées. Aujourd'hui, je pense que les consommateurs ont des produits du commerce équitable un peu partout, dans les grandes, les moyennes surfaces. Ils peuvent les acheter dans les magasins spécialisés bio, etc. aussi. C'est-à-dire les produits du commerce équitable sont partout. Un jour, on aura des signatures d'accord avec des Leclerc, des Carrefour, des Auchan? Je l'espère pour les produits du Nord, puisque la majorité de ces distributeurs que vous citez sont des distributeurs qui aujourd'hui ont des gammes de produits du commerce équitable pour le café, le cacao ou la banane par exemple. Donc ils se sont déjà engagés pour ces produits-là et ils ont des gammes à marque propre. Ça, ce sont des engagements encore plus forts des distributeurs quand c'est une marque propre. Donc j'espère qu'effectivement ils vont faire de même avec les agriculteurs en France. Alors vous avez parlé de la quinzaine du commerce équitable qui est organisée en France par Commerce Équitable France, hein, la structure qui porte le plaidoyer, quinzaine à laquelle vous avez participé bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pu dresser votre bilan de la quinzaine du commerce équitable 2025 qui vient de se terminer? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça prend? Alors, le bilan de la quinzaine, c'est un peu court, c'est 15 jours pour rappeler que le commerce équitable est important, et 15 jours peut-être pour faire le bilan de là où nous en sommes aussi, et c'est intéressant. Nous avons fait le bilan de où est le label Fairtrade Max Havelaar, et on a constaté qu'à une époque où la croissance de la consommation n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que la consommation peine à revenir après cette crise inflationniste qui a été extrêmement forte. Malgré cela, le label de Max Havelaar a vu une croissance de 4% en valeur dans l'année 2024. Donc c'est une bonne nouvelle tenant compte de la conjoncture difficile. Et du contexte qui est difficile. C'est combien aujourd'hui le volume global le chiffre d'affaires global du commerce équitable en France? Alors, le chiffre global du commerce équitable en France, c'est Commerce Équitable France qui le donnera. Il doit dépasser les 2 milliards d'euros, je pense. En 2024, les chiffres n'ont pas été encore communiqués. Pour ce qui est du label Fairtrade Max Havelaar, il est de 1,3 milliard d'euros en 2024. Et c'est une pente croissante. C'est une pente croissante inexorablement. Ça progresse, mais ça reste une goutte d'eau dans un océan du monde de la distribution, de la consommation alimentaire. C'est pour ça que Max Havelaar France porte le label Fairtrade Max Havelaar et tient à développer avec les marques et avec les distributeurs les produits. Mais Max Havelaar France est avant tout une ONG. Et donc on fait aussi du plaidoyer. Et par exemple, nous avons mené et nous continuerons à mener un plaidoyer pour les prix planchers. Le moment où les prix planchers sont instaurés dans la loi, j'ose dire, un des outils fondamentaux du commerce équitable sera dans la loi et tous les agriculteurs français pourront en bénéficier. Et pourquoi pas au-delà. Donc, nous savons très bien que les labels, nous avons une mission, la mission de développer un modèle alternatif, de démontrer que ce modèle alternatif n'est pas tout petit, qu'il a une taille qui démontre qu'il est possible de faire autrement. C'est aussi notre rôle, de démontrer qu'il est possible de faire autrement et de mettre un autre modèle en place. Mais bien évidemment qu'il faut passer également par la régulation. Et nous sommes là pour inspirer cette régulation. Notre modèle devrait être une inspiration pour la régulation publique du commerce. Pendant cette quinzaine du commerce équitable, vous rencontrez aussi les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Le monde est difficile. Il y a l'inflation, il y a ce monde qui se crispe, il y a le repli sur soi. Est-ce que vous sentez les consommateurs encore ouverts? Et à quoi sont-ils ouverts? Est-ce qu'ils sont plus ouverts à la situation des agriculteurs, à la justice sociale, au dérèglement climatique? Qu'est-ce que vous entendez qui intéresse en 2025 les consommateurs français?
Alors, en 2025, les consommateurs français, bien évidemment, continuent à penser en premier critère au moment de consommer au prix. Le prix d'abord. Le prix d'abord. Le prix continue à être le premier critère Et le commerce pour équitable faire le est choix. plus cher qu'un Le commerce produit équitable classique. est peut être plus cher et plus cher. Après, les différences vont être parfois minimes. C'est 2%, c'est 25% plus cher, c'est quoi? Ah non, non, c'est pas 25% plus cher. Ça se compte en quelques centimes. Ça se compte en quelques centimes. Et je ne pourrais pas vous donner un pourcentage spécifique Ça parce dépend que des produits, j'imagine, oui, et les marques, elles ont chaque marque a son modèle économique et donc décide de mettre tout le surcoût du commerce équitable sur le dos de consommateurs ou pas. Ouais, c'est ça, Donc on va avoir beaucoup de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des produits équitables qui portent un label de commerce équitable pour toutes les bourses aujourd'hui. Le développement fait qu'on trouve des produits équitables à tous les prix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bien évidemment que les consommateurs pensent au prix. Mais quand on va un peu plus loin dans les questions, nous faisons un baromètre de la transition alimentaire tous les 2 ans et les derniers résultats nous disaient encore que quand on pense à consommer de façon responsable, on dit à un consommateur, alors quel serait le premier critère auquel vous pensez si vous deviez faire des choix responsables, de conso responsable? Et là, la première chose qui sort, c'est soutenir les agriculteurs. Soutenir les agriculteurs est le plus important quand on veut être responsable. Et l'origine aussi. Vous venez de le dire. L'origine est très importante pour les consommateurs et de plus en plus, ils veulent soutenir les producteurs français et l'origine France. L'origine France. L'origine France, bien évidemment. Votre directeur général, Blaise Desbordes, a signé une tribune dans le journal Le Monde, je crois que c'était au mois de février, pour appeler l'Union européenne à redonner une boussole au commerce mondial. C'est intéressant parce que, évidemment, dans le monde où Donald Trump est en train actuellement de détruire tous les cadres de référence du commerce mondial, cet appel, est-ce que c'est un cri au secours? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment l'Union européenne qui doit prendre la main? Définitivement que l'Union européenne doit prendre la main. L'Union européenne a fait des avancées très importantes ces dernières années dans la régulation des marchés mondiaux. Avec la régulation sur la déforestation, par exemple, avec la directive sur le devoir de vigilance, qui pour la première fois historique, qui oblige les entreprises à regarder leur chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour s'assurer qu'ils mettent tout en place pour qu'il n'y ait pas de violation de droits humains et pour que l'environnement soit protégé. C'est énorme. Devoir de vigilance sur lequel Emmanuel Macron recule. Exactement. En France. Sur lequel Emmanuel Macron appelle l'Union européenne à reculer. Et quelque part, on a commencé cette interview en parlant de la loi du plomb, qui est un recul. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui semble se passer, c'est que la réponse à cette violence de la politique de Trump semble être répliquer la violence de Trump par un recul sur tout ce qui est normes environnementales et sociales. Or, c'est encore une fois, il est impensable de reculer sur cela, puisque c'est ce qui fait la force de l'Union européenne et c'est ce qui devrait faire la différence de l'Union européenne. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va faire le poids des États-Unis en rentrant dans une guerre sauvage sans Dieu ni loi? Que c'est ce que Trump nous propose, et c'est ce qui voudrait dire reculer sur le devoir de vigilance, reculer sur la déforestation, reculer sur les normes environnementales et sociales, reculer sur les droits humains. C'est impensable. Donc oui, il faut de la régulation, mais il faut de la régulation pour défendre les droits des hommes et de la planète, parce que c'est ce qui fera en sorte qu'on aura un avenir. Merci beaucoup, Valéria Rodriguez. Voilà, c'est une excellente conclusion pour cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Merci Frédéric pour cette invitation. Merci aussi aux moyens techniques d'Impact Production et merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, évidemment, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et vous vous abonnez à Mediatico.fr, le média qui replace l'actu au cœur de l'économie sociale et solidaire ou l'économie sociale et solidaire au cœur de l'actu. Ça marche aussi.